Nous avons des rapports avérés d'objets volants non identifiés dans votre secteur. Au plus fort de la guerre froide, 7 objets volants font leur apparition au-dessus de l'une des bases aériennes les mieux gardées de toute l'Amérique, et ce sans aucune explication. Nous recherchons 7 ovnis. Très vite, d'autres radars les repèrent. Une série d'incidents des plus inhabituels frappe alors la Californie du Sud. C'est une quasi-invasion de la zone. S'agissait-il d'avions militaires top secrets, d'une mission d'espionnage soviétique ou de quelque chose d'autre? Je ne sais pas ce que c'était, mais ça n'avait rien à faire là. Pour la première fois à la télévision, l'équipe interroge le témoin principal de cette affaire afin d'analyser des archives audio déclassifiées. Un objet juste au-dessus du terrain. Elle révèle la face cachée de cette étrange affaire. Vous êtes l'officier ovni? Oui, monsieur. C'est fascinant. Ils ont un officier pour les ovnis. Comment se fait-il qu'il y ait un officier en charge des ovnis à la base d'Edwards? Et pourquoi a-t-il fait décoller d'urgence un jet pour intercepter ces objets? Une cible à votre droite et une à votre gauche. Il grimpe. Ces enregistrements, ainsi que les images radar officielles de cette nuit-là, nous donneront-ils enfin une réponse? Voici l'affaire numéro 65102, Alerte rouge. Nous sommes en 1965, sur la base aérienne d'Edwards, située à quelques 160 km au nord-est de Los Angeles, en Californie. C'est ici que se trouve le centre des essais en vol top secret de l'armée américaine. Mais ce jour-là, l'espace aérien hautement protégé d'Edwards est pénétré par des objets inconnus. D'objets qui continuent de planer au-dessus de la base pendant près de 6 heures. La plupart des observations d'OVNI sont des incidents isolés. Mais cette observation n'a rien d'habituel. Pas moins de 9 endroits différents sont impliqués dans cette affaire étonnante. La tour de contrôle d'Edwards, où l'on signale le premier contact visuel. La piste principale, où la présence de l'objet inconnu est confirmée visuellement pour la deuxième fois. Le centre de contrôle d'approche radar de la base, qui ne signale aucun appareil dans les environs. La défense aérienne de Los Angeles, qui vérifie ses contacts dans le secteur et découvre que 4 de ses installations en Californie du Sud confirment des signaux radars. Boron, Riverside, Victorville et San Pedro. Et pour finir, un F-106 Delta Dart envoyé d'urgence pour intercepter les objets non identifiés. Un incident impliquant pas moins de 5 installations militaires s'est déroulé au sud de la Californie. Et l'intégralité de la scène a été enregistrée. C'est une quasi-invasion de la zone. Cette nuit a été incroyable. Le 17 octobre 1965 reste la nuit où des ovnis ont envahi notre espace aérien. Et c'est l'homme qui était de garde cette nuit-là dans la tour qui nous raconte l'événement en personne. C'est une preuve irréfutable. L'incident est signalé en premier lieu par le contrôleur aérien de la tour de contrôle d'Edwards, le sergent-chef Chuck Sorrells. J'ai vu un objet brillant de taille considérable à l'est de la base. Et il est resté là pendant un bon moment. Lors d'une de ses rares apparitions télévisées, l'ex-sergent-chef Chuck Sorrells, le contrôleur aérien de la base militaire d'Edwards cette nuit-là, vient évoquer l'événement et pour la toute première fois, analyser les enregistrements audio du 7 octobre 1965. Je vois des lumières rouges et blanches qui clignotent. Depuis la tour de contrôle, Chuck Sorrells est responsable de l'ensemble du trafic aérien autour de la base d'Edwards. Il a une expérience de 12 ans avec tous les types d'avions militaires. Et il a connaissance de tous les différents modèles présents sur la base aérienne. Mais cette nuit-là, il observe quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant et qu'il est incapable d'expliquer. Ça s'est passé vers 1h30 du matin. D'abord, j'ai vu un objet très brillant.
J'ai fait venir 2 ou 3 autres personnes qui étaient de service à la base, le météorologiste, certains techniciens qui étaient de garde, pour qu'ils jettent un œil. Tout le monde a vu la même chose que moi. Il y a un objet juste au-dessus du terrain. Juste au-dessus du terrain. Juste au-dessus d'Edwards. Il va vers le sud. Je distingue des lumières rouges et blanches clignotantes. Le capitaine du détachement 1 confirme. C'était trop bas pour qu'il s'agisse d'une étoile ou quelque chose comme ça. C'était à moins de 1500 mètres et c'est resté visible un bon moment. Selon lui, l'objet volant était de grande taille et brillant, de couleur verte avec une lumière rouge en pulsation à sa partie inférieure. 3 autres objets similaires sont apparus. Ils avaient à peu près la moitié de la taille du premier. Et ils sont tous restés ensemble. Ils avaient l'air d'être en formation, ou en tout cas, proches les uns des autres, formant un V. Ils sont descendus vers le sud de la base. À un certain moment, 3 nouveaux objets sont apparus. Ces 3-là avaient l'air d'être indépendants. Ils sont partis dans toutes les directions. Ça a commencé à 1h30 quand j'ai repéré le premier objet. Et ça a bien duré jusqu'à l'aube, quand le soleil a commencé à se lever. L'équipe du UFO Magazine se retrouve à la base aérienne de March, à environ 150 km au sud du site des observations et du contact radar avec les objets volants de 1965, pour s'entretenir avec Sorrells. Les enregistrements audio couvrant la totalité des 6 heures qu'a duré l'incident de 1965 sont enfin disponibles et présentés ici pour la première fois. Pat, Chuck, Bill Scott, Ted Ackworth et moi, on va examiner les enregistrements des transmissions de cette nuit-là. Ensuite, Chuck, Jeff et toi, vous passerez en revue le radar et les cartes. Parfait, ça marche. Allons-y. C'est parti. 1965, base aérienne d'Edwards. On repère des objets volants s'approchant de la base. Et pendant toute la durée de l'événement, les conversations de Chuck Sorrells dans la tour sont enregistrées. Ces transmissions que l'on croyait perdues ont longtemps été classées secret défense. Aujourd'hui, elles vont peut-être permettre de reconstituer l'une des plus incroyables rencontres d'OVNI enregistrées à ce jour. Bill Scott, ancien ingénieur d'essai en vol, rejoint l'équipe pour analyser les archives audio autrefois classées top secret. Il s'agit des transmissions authentiques entre le secteur de la défense aérienne et vous-même qui ont eu lieu cette nuit-là pendant que les ovnis survolaient la base. Cet enregistrement est incroyable. C'est exact. Ces transmissions ont été enregistrées par le secteur de la défense aérienne de Los Angeles. L'équipe passe les transmissions au crible et se replonge dans les événements du 7 octobre 1965. Il a fait une boucle à notre nord. Un autre arrive très vite. Il se déplace du nord vers le sud. Du sud au nord, au-dessus d'Edwards? Oui, il y a un clignotement rouge. Je vois une combinaison de lumière rouge et verte en déplacement rapide au-dessus de mon terrain. J'appelle le radar d'approche pour voir s'il détecte du mouvement dans cette zone. Depuis la tour, Chuck Sorrells contacte le contrôle radar d'approche pour savoir s'il a repéré quelque chose. Dites, on vous a signalé des objets volants non identifiés dans le secteur? Ici, c'est une quasi-invasion. Pour l'instant, le radar d'approche ne signale aucune activité dans le secteur. Mais les témoignages concernant les mystérieux objets volants continuent d'affluer vers la base. Vous pouvez nous aider? On recherche environ 7 ovnis. On n'est pas sûr. Les bases d'Edwards et de George les signalent. Il y en a environ 7 avec des lumières rouges, vertes et blanches clignotantes. Ils ont été observés visuellement. Avez-vous des écho-radars? On essaie d'avoir un relèvement. La présence des objets volants est confirmée par 5 systèmes radars militaires différents. Mais identifier les objets ne sera pas une tâche facile. J'ai regardé avec les jumelles et on aurait dit une étoile. Et ça s'est mis à clignoter. Des lumières vertes et blanches. Je répète, vertes et blanches. Un peu comme des feux anti-collision.
Mais à ce stade, vous ne pensez plus qu'il s'agisse de feux anti-collision? Je suis sûr que non. Les feux anti-collision sont installés à l'extrémité des ailes des avions, en haut et en bas du fuselage, ainsi que sur la queue. Vues depuis le cockpit, elles sont vertes sur la droite et rouges sur la gauche. Ces couleurs distinctes permettent aux pilotes de savoir si l'appareil se dirige vers eux ou s'il s'éloigne. Je sais que ce n'était pas un avion, que ce n'était pas un hélicoptère, que ce n'était pas un ballon et que ce n'était pas une étoile. Je sais qu'il ne s'agissait pas non plus d'un appareil d'essai. On en a plein à Edwards. Bien qu'il soit possible que les lumières aperçues cette nuit-là aient été celles d'un essai top secret d'un nouvel appareil, Chuck Sorrells écarte cette hypothèse. S'ils avaient voulu faire voler quoi que ce soit dans ma zone de contrôle, ils me l'auraient notifié pour que je puisse tenir les autres appareils à distance, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Même si ça avait été un test secret, Chuck aurait été mis au courant. Chuck Sorrells se souvient de plusieurs programmes secrets ayant eu cours à cette époque à Edwards. Tout ce qui se passait sur la base était le plus souvent confidentiel. On testait tous les appareils envoyés à Edwards. C'est à cette époque qu'on testait le Lockheed SR-71. Il y avait également le B-70. Même s'il s'agissait d'un appareil top secret, il aurait été catégoriquement impossible de le tester dans le secteur sans en informer les contrôleurs de service. Il ne pouvait pas ne rien dire à la tour, mais plutôt lui dire qu'une opération était en cours. Il était impossible de faire quoi que ce soit dans cette zone sans que Chuck le sache. La tour de contrôle d'Edwards, ainsi que de multiples autres installations radars militaires, confirment que plusieurs objets envahissent l'espace aérien de la base. Il grimpe. De plus en plus haut, il grimpe rapidement, il est au-dessus de nous. Imaginez un si grand nombre de contacts non identifiés au plus fort de la guerre froide, à une époque où la peur d'une attaque de missiles soviétiques est bien réelle. La décision de faire décoller des avions de chasse ne saurait tarder. Mais sur l'enregistrement, l'autorité pouvant lancer un vol d'investigation semble être entre les mains d'un officier au titre bien particulier. Toutes les bases avaient un officier en charge des ovnis. Vous êtes l'officier OVNI? Oui, monsieur. Soyez prudent. L'équipe reconstitue l'incident qui s'est produit au-dessus de la base aérienne d'Edwards le 7 octobre 1965. À 1h30 du matin, un objet volant aux lumières clignotantes plane au-dessus du banc d'essai de missiles. Puis 6 objets plus petits rejoignent le premier. 3 d'entre eux se dirigeant en formation vers le sud, les 3 autres se déplaçant librement au-dessus de la base. 5 installations radars militaires du sud de la Californie repèrent l'incident. Je reçois des rapports des tours d'Edwards, de Victorville et de plusieurs autres sites radars à propos d'OVNI. L'équipe a rassemblé non seulement le témoin clé de l'incident, à savoir Chuck Sorrells, l'ancien contrôleur aérien de la base, mais également et pour la première fois à la télévision, les enregistrements audio complets des échanges radio et téléphoniques de cette nuit-là, jusqu'alors classifiés. J'ai un autre ensemble de lumières rouges et vertes en déplacement rapide. Ce soir-là, après avoir eu un contact visuel de plus d'1 heure avec les objets inconnus, Chuck Sorrells contacte le LADS, le service de défense aérienne du secteur de Los Angeles. Il apprend que ce dernier a désormais également repéré les objets sur son radar. Ici le LADS. Dites, on vous a signalé des objets volants non identifiés dans la zone? Le personnel du LAD s'en est mêlé. Ils étaient responsables de la défense aérienne du secteur. Ils recevaient des signaux sur leur radar. Moi, j'avais un contact visuel. Et il y avait des membres du personnel au sol d'Edwards qui les apercevaient. Après un échange de communication avec le LAD, on a décidé de dépêcher un chasseur. À 2 heures du matin, le pilote en alerte et capitaine Daryl Clark est informé de l'incursion. Il sort sur la piste de décollage, muni d'une radio et d'une paire de jumelles, pour se faire une idée précise. Il établit un contact visuel. Voici sa voix, alors qu'il rapporte par radio ce qu'il est en train de voir. J'ai regardé aux jumelles. Il semble être à basse altitude. 2 militaires de carrière, un contrôleur aérien et un pilote chevronné, sont tous deux convaincus qu'il ne s'agit pas d'engins volants traditionnels. Mais ces descriptions ne suffisent pas au personnel du LADS pour passer à l'étape suivante.
il va lui falloir consulter un officier au statut très spécial, afin de déterminer l'envoi d'un chasseur pour intercepter les objets volants. On a un lieutenant, officier responsable OVNI. Il dort. Est-ce que vous voulez qu'on le tire du lit et qu'on voit s'il veut qu'on aille examiner ça? C'est fascinant. Ils font venir l'officier en charge des ovnis à la base? On a un lieutenant, officier responsable OVNI. Il dort. Je crois qu'à l'époque, chaque base avait un officier attitré en matière d'OVNI. Voici ce qu'on pouvait lire dans un document de l'armée de l'air. Les enquêteurs de la division de technologie étrangère sont parfois appelés de manière officieuse officiers OVNI. Mais ce terme n'a jamais été utilisé par l'armée de l'air pour désigner un titre officiel. En 9 ans de carrière dans l'armée de l'air, je n'ai jamais entendu parler d'officier OVNI. Est-ce qu'ils étaient là pour chercher des soucoupes volantes extraterrestres? Un officier des soucoupes volantes. Ou alors tout objet n'ayant pas pu être identifié? C'est différent. Je ne crois pas qu'ils enquêtaient selon des critères de forme, de taille ou autre, mais plutôt sur tout ce qui aurait pu sortir de l'ordinaire et qu'on pouvait désigner par objet volant non identifié. À l'aube de la Première Guerre mondiale, l'armée américaine crée un département des données étrangères afin d'étudier le potentiel aéronautique et le développement des puissances européennes. Lors de la Seconde Guerre mondiale, ce département devient un laboratoire de données techniques, situé sur la base aérienne de Wright-Patterson. On y évalue l'équipement aéronautique pris à l'ennemi. Après la guerre, cette division devient le service de renseignement scientifique et technique, ou T2, avec comme objectif principal d'assurer la prévention d'attaques surprises stratégiques, tactiques ou technologiques, quelle que soit leur provenance. Alors que la guerre froide s'intensifie, l'inquiétude majeure est la Russie. Cependant, en 1947, ce même département enquête sur le phénomène naissant des ovnis dans le cadre du projet SIGN. Et en 1952, il crée le projet Blue Book pour des recherches approfondies dans le domaine des ovnis. En 1961, cette section devient officiellement le département de technologie étrangère. Son personnel est assigné uniquement aux bases militaires remplissant des critères spécifiques. Et selon l'armée de l'air, il ne serait pas inhabituel qu'un officier de ce département se trouve à Edwards, étant donné qu'Edwards fonctionne en tant que base d'essai de l'armée de l'air, ainsi que pour d'autres appareils, y compris des appareils étrangers. Cet officier allait être consulté à chaque apparition d'objets non identifiés, qu'il s'agisse d'un engin présumé soviétique ou de tout autre objet qui ne soit pas immédiatement identifiable par le personnel de la base. On a des objets qui n'ont pas pu être identifiés, qui ont pénétré l'espace aérien de la base et qui se sont même approchés de la piste. Alors comment se fait-il qu'on n'ait pas envoyé de chasseurs? Ça n'arrive pas très souvent. Ils n'avaient pas trop le choix. Il fallait improviser sur le moment pour établir la procédure à suivre et déterminer qui avait autorité sur quoi. C'était inhabituel. À l'époque, il fallait décider sur le moment. Je n'avais aucune marche à suivre ou protocole pour me dire quoi faire. Il fallait prendre une décision et s'y tenir. La nature de ces objets est toujours inconnue. Mais sans aucun protocole à suivre et en l'absence d'une menace immédiate, aucune prise de décision n'est possible avant que l'officier OVNI ne contacte la tour de contrôle. Ils sont en train de tirer du lit leur officier OVNI pour voir s'il veut déclencher une interception. Dans les transmissions radio et les échanges téléphoniques, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on entend? Qu'Edwards a un officier pour les ovnis. À quoi sert un tel officier? Est-ce qu'il enquête sur les vaisseaux spatiaux? Parce que même s'il n'est pas là pour dénicher des soucoupes volantes, mais uniquement des objets volants inconnus, c'est quand même un sacré scoop. Tout ça après un démenti total de l'armée de l'air, qui nie depuis des années l'existence des ovnis. Et voilà qu'il y a un officier ovni. Vers 3 heures du matin, plus de 90 minutes après la première apparition des objets, l'officier en charge des ovnis contacte la tour de contrôle et tente de déterminer l'origine des objets volants avec la défense aérienne de Los Angeles. Le LADS confirme des écho-radars provenant de 5 sources différentes autour de la base d'Edwards.
Vous êtes en train de lancer des ballons à Edwards? Des ballons? Oui. Pas que je sache. Edwards n'a pas d'unité radiosonde. Donc on n'a aucune raison de lancer quoi que ce soit. Et donc aucune raison de lancer des ballons. Ça vient pas de la météo d'Edwards? Non. Je vois. C'était le directeur du secteur de Los Angeles demandant au météorologiste Edwards s'il avait perdu un ballon. Il a répondu non, car il n'avait pas d'unité radiosonde sur le site, c'est-à-dire une unité météo qui envoie des ballons. Donc il n'avait aucune raison de le faire. Edwards n'a pas d'unité radiosonde, donc on n'a aucune raison d'envoyer des ballons. Il dit clairement sur l'enregistrement qu'ils n'ont pas lancé de ballon. Pourtant, dans le compte-rendu écrit de cette affaire, c'est écrit noir sur blanc qu'un ballon a décollé cette nuit-là. En réalité, ça n'est pas vrai. Mais c'est ce que dit le rapport officiel. Le rapport officiel de l'armée de l'air écarte clairement l'hypothèse d'OVNI et déclare qu'il s'agissait de ballons-sondes. Mais si ces objets étaient réellement des ballons-sondes, comment expliquer la décision qui s'en est suivie? Faire décoller d'urgence un avion de chasse. Et qu'a vu son pilote? Il y avait environ 5 ou 7 objets, avec des clignotements verts, rouges et blancs. Ils se déplaçaient rapidement, avant de grimper d'un coup. Le 7 octobre 1965, plusieurs témoins confirment la présence d'objets volants inconnus au-dessus de la base aérienne d'Edwards. Un document de l'armée de l'air, jusqu'ici classifié, stipule catégoriquement qu'il s'agissait de ballons-sondes, même si selon un enregistrement de la tour de contrôle, Edwards ne disposait pas d'un tel équipement. Vous êtes en train de lancer des ballons à Edwards? Des ballons? Oui. Pas que je sache. Edwards n'a pas d'unité radiosonde. Donc aucune raison de lancer quoi que ce soit. Mais l'officier OVNI en contact avec la tour de contrôle cherche une explication plus rationnelle et continue à penser à la théorie du ballon. Ça aurait été très dur pour un ballon de voler du nord au sud à basse altitude, alors que j'avais mesuré un vent d'ouest de 2 nœuds. Si le vent arrive de l'ouest et qu'un des ballons vole du nord vers le sud, il lui est quasiment impossible de tourner contre le vent. D'après ce qu'on sait, ces objets n'avaient pas les caractéristiques de vol d'un ballon. On n'a rapporté aucun lancement de ballon cette nuit-là. Et pourtant, dans le rapport confidentiel, on dit qu'un ballon a été lancé. En fait, d'après le rapport, les objets volants sont qualifiés de ballons-sondes à 3 reprises, malgré toutes les preuves du contraire. Et ces ballons-sondes dont il parle, est-ce qu'ils sont éclairés d'une manière spécifique? Non. Pas de feu de signalisation? Non. La seule autre explication fournie par l'officier en charge des OVNI, c'est qu'il pourrait s'agir d'un aéronef normal, ce qui contredirait le signalement donné par Chuck Sorrells et le pilote posté sur la piste, Daryl Clark. Sorrell fait clairement entendre son opinion. L'officier OVNI l'a vu et dit que c'est un avion. Pas moi. L'officier pour les ovnis a dit que ça ressemblait à un avion. Ce n'était pas un pilote expérimenté. Il n'avait aucun statut, sauf le fait d'avoir été désigné officier ovni. Je ne sais même pas quel était son poste précédent. Mais vous avez un contrôleur aérien qui dit que ce n'était pas un avion. Un pilote en alerte qui confirme. Mais l'officier ovni, lui, est sûr que c'en était un. Bill, vous ne pensez pas que le rôle de l'officier préposé aux ovnis était en partie de déclarer que les objets repérés étaient des avions? On sait que l'armée de l'air s'est penchée sur le phénomène des ovnis et même des soucoupes volantes en 1965 et ça a continué jusqu'en 1969. Pensez-vous que le rôle de cette personne était en partie d'écarter ces suppositions et de ne rien communiquer à Blue Book? Pour moi, c'est de la spéculation, Bill. Je suis d'accord avec Chuck. Je crois que le type n'avait aucune expérience. Il n'avait probablement aucun poste dans l'aviation. Tout ce qu'il savait des avions, c'est qu'ils ont une lumière rouge, une lumière verte et une lumière blanche. Alors il en a conclu que c'était un avion. Ce n'était pas une conspiration, mais juste de l'inexpérience pure et simple. Que l'objet soit un avion ou autre chose, en 1965, le consensus exige une observation approfondie de tout ce qui pénètre l'espace aérien. Mais les avions de réserve à Edwards sont armés de missiles nucléaires et leur décollage requiert une autorisation de haut niveau.
Ces avions d'interception sont conçus spécifiquement pour protéger les États-Unis d'une attaque en cours. Ils sont pourvus d'armes nucléaires au cas où une attaque ou contre-attaque immédiate soit nécessaire. Lancer l'un de ces F-106 munis de ces missiles nucléaires dans l'espace aérien américain sans rien savoir sur la nature des objets cibles est bien trop risqué. On ne peut pas utiliser les avions d'alerte. Vous avez un autre 106? C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce que vous avez? On n'a que le 6 en alerte. À ce moment-là, on devait approcher les 4 heures du matin. Tout ça durait depuis 2h30, 3 heures. Le temps que l'avion décolle et se mette en chasse, les objets avaient pris de l'altitude et changé de position. Ils n'étaient plus aussi visibles qu'avant. Vous pensez qu'ils auraient pu être retardés exprès? Ou est-ce que c'était la procédure normale? Je dirais que c'était la procédure normale, parce qu'ils n'avaient aucun avion à disposition qui ne soit armé, ni de pilote sous la main. Peut-on en faire décoller un dans l'heure? En fait, on n'a pas de pilote disponible. Et il nous faut une authentification pour celui qui est armé. Ils ne pouvaient pas utiliser le pilote d'alerte au cas où ils doivent décoller avec son appareil. Donc ils ont dû aller chercher un autre pilote qui n'était même pas de garde à ce moment-là. Ils ont dû tirer quelqu'un du lit exprès pour l'amener ici et faire partir un avion. Cet appareil qui décolle, il n'est pas armé au moins? Non, il n'est pas armé. Lorsque l'autorisation de décollage pour une interception est finalement accordée, un temps considérable s'est écoulé. Il est à présent 3 heures du matin passé. Il aura fallu réveiller le pilote ainsi que le personnel au sol pour pouvoir procéder au décollage. Ils étaient entraînés à surveiller l'extérieur, à repérer des avions russes qui viendraient par la mer principalement. Ça s'est passé dans notre espace aérien. Et les procédures n'étaient vraiment pas prévues pour ça. Alors que l'avion décolle, le LADS ainsi que Chuck Sorrells guident le pilote pour retrouver les objets. Mais un nouveau problème se présente. Après tout ce temps, ils ont commencé à s'éloigner de la base. Il a décollé pour vérifier. Les hommes du LADS étaient là pour l'aiguiller à l'aide du radar, mais ça leur a pris un moment pour l'amener au bon endroit. À un certain point, c'est moi qui guidais l'avion. J'ai dû lui dire de s'aligner d'après la piste pour l'orienter. Faites-le descendre vers la piste. Alpha Lima 01 à droite 040. À un moment, ils l'ont fait monter à 12 000 mètres. Et j'avais le directeur en ligne qui me demandait où on en était. Je lui ai dit qu'il se rapprochait. Une cible à votre droite et une à votre gauche. Je lui ai signalé qu'il était trop bas. Tour de contrôle, comment ça se présente? Il est trop bas. Il faut chercher plus haut. L'objet grimpait très vite. L'objet grimpe. Il est à 12 000 mètres. J'ai répondu, c'est encore trop bas. Il est encore trop bas. Trop bas? Il est à 12 000 mètres. Toujours trop bas. Mais alors que le pilote se rapproche, les objets s'éloignent de plus en plus avant de disparaître. Plus de contact visuel, ni de signal radar. Il s'est déplacé d'environ 145 degrés. Estimation 65 km. Il est très très haut. Il est presque invisible maintenant. Quelle est votre conclusion sur tout ça? Je pense que c'était un incident très inhabituel pour tout le personnel présent. Le seul à agir de manière non professionnelle dans tout ça, c'est l'officier OVNI. C'est le seul qui a cru voir un avion. Les enregistrements déclassifiés ne sont que le début. Le pilote d'alerte, le capitaine Clark, qui n'a plus jamais parlé de l'incident après cette nuit-là, et qui ne se doutait pas qu'une enquête serait un jour lancée à ce sujet, va finir par relater l'expérience qu'il a vécue la nuit du 7 octobre dans une lettre écrite à son épouse. Capitaine Clark, oui? Vous en pensez quoi? Je vais vous dire, quand j'ai vu l'objet pour la première fois, il approchait de la base par le nord. Tout ce que j'ai pu voir, c'est des lumières clignotantes et non tournantes. J'ai pu le voir parfaitement avec les jumelles. Il semblait pousser une sorte de nuage devant lui. L'équipe vient d'entendre les enregistrements jusqu'ici classifiés d'un incident au-dessus de la base américaine d'Edwards datant du 7 octobre 1965. Ici la tour d'Edwards. Nous avons un objet se déplaçant vers le sud. Chuck Sorrells, le contrôleur aérien de garde cette nuit-là, a relaté en détail cette rencontre avec les objets non identifiés
qui ont occupé l'espace aérien de la base pendant près de 6 heures. Mais Sorels et les enregistrements retrouvés ne sont pas les seules sources confirmant l'événement auquel l'armée de l'air donne le terme d'incident. Le capitaine Daryl Clark était le pilote d'alerte sur la base d'Edwards ce soir-là. On dirait qu'il vole assez bas, environ 3000 mètres. Son témoignage a été enregistré. Il a un peu viré vers l'ouest et il a pris beaucoup d'altitude. Après des dizaines d'années de silence, Clark ressent le besoin de témoigner de son expérience lors de cette nuit inoubliable dans une lettre à son épouse. Ce qui est important dans cette lettre, c'est que le capitaine Clark était l'officier en service le plus gradé cette nuit-là. Et son témoignage confirme celui de Chuck. Tous deux ont gardé le secret le plus longtemps possible. Il est évident que cet incident l'a travaillé pendant des dizaines d'années, jusqu'à ce qu'il se décide à partager son secret avec quelqu'un. Cette lettre a été remise au chasseur d'OVNI par Sam Sherman, à qui l'on doit aussi la reconstitution des transmissions audio échangées à Edwards ce soir-là. Sherman a obtenu la lettre par l'intermédiaire du fils de Daryl Clark. J'étais en alerte à la base aérienne d'Edwards en Californie et j'étais l'officier en service le plus gradé. À environ 2 heures du matin, j'ai reçu un appel du contrôleur aérien. Il m'a dit avoir des rapports sur des ovnis ainsi que des contacts radars. Ici le capitaine Clark, Alpha Lima. Ok, capitaine Clark. On a des rapports confirmés sur un objet volant non identifié dans votre secteur. Ok. Quand j'ai observé le ciel, j'ai repéré une lumière clignotante au nord-ouest de ma position, en mouvement vers le sud à environ 300 mètres du sol, à une vitesse approximative de 550 km/h. L'OVNI n'a pas fait de palier. Il a continué de monter. On aurait dit qu'il filait tout droit vers l'espace quand il est sorti de mon champ de vision. Signé Daryl Clark. Le jour suivant, on parle abondamment de l'incident parmi le personnel de la base qui n'a pas été témoin de l'événement. Le pilote d'essai George Merritt était en poste à Edwards à l'époque. Il se souvient de l'atmosphère chargée d'effervescence au lendemain de l'incident. Je m'appelle George Merritt. Je suis diplômé de l'école de pilote d'essai de la base aérienne d'Edwards. Quand je suis arrivé au travail ce jour-là, il y avait toute une agitation à propos de ces lumières mystérieuses qu'on avait vues au sud de la base jusqu'aux premières heures du matin. Tout le monde en parlait comme on parlerait d'une émission de télé de la veille. Tout le monde se demandait ce que ça avait bien pu être. George Merritt nous confirme en outre la raison pour laquelle il a fallu si longtemps à l'armée pour faire décoller un avion d'investigation. Ça remonte jusqu'au président. C'est au Pentagone qu'on détermine s'il s'agit d'une menace et si on veut lancer un chasseur équipé d'armes nucléaires pour identifier et abattre l'intrus. On prend ça très très au sérieux. Ces lumières ne semblaient pas présenter de danger pour la base aérienne. Personne ne larguait de bombes, personne ne tirait de missiles. Il n'y avait pas de parachute qui tombait. Rien qui représentait une menace pour Edwards ou pour la défense aérienne des États-Unis. Le rapport doit se faire auprès d'un officier d'OVNI. C'est bien ça? C'était le capitaine John Balent. Le capitaine John Balent. Il faisait partie du département de technologie étrangère à Wright-Patterson. Et quand ce département est impliqué, c'est qu'il se passe quelque chose de confidentiel à Edwards. Cet officier doit contrôler et faire un rapport à ses supérieurs. C'est lui qui a écrit et signé le rapport officiel sur l'incident et qui l'a fait passer aux échelons supérieurs. Aucun autre membre du personnel de la base n'a contribué à ce rapport. Ce document officiel est le même rapport que celui dans lequel un des objets a été qualifié de ballon-sonde. Mais en réalité, pouvait-il s'agir d'une technologie confidentielle que John Balent n'avait pas le droit de divulguer ou dont il ignorait l'existence? Lors d'une première reconstitution des enregistrements audio, Sam Sherman contacte John Balent pour discuter de l'incident. Mais ce dernier refuse d'évoquer le sujet et n'est pas désireux de participer à l'enquête de Sam Sherman. À mon avis, c'est comme ce qui s'est passé 1 année et demie auparavant, quand j'étais encore étudiant à l'école de pilote d'essai. Le président Johnson a annoncé qu'un YF-12 Blackbird était à la base d'Edwards.
J'en ai vu un qui stationnait. C'était la première fois de ma vie que je voyais un Blackbird. Je n'avais jamais entendu parler de Groom Lake, ni de la zone 51. Et voilà que j'avais devant moi le plus beau jet militaire. Et j'étais un pilote de chasse. On pourrait croire que j'aurais été au courant, mais non, je n'en savais rien. Qu'est-ce que cet avion a à voir dans l'incident des ovnis? Personnellement, si j'entends qu'il y a des lumières inconnues par là, je me dis qu'il s'agit probablement d'un prototype faisant partie d'un programme top secret. La zone où les pilotes effectuaient tous leurs vols d'essai était située dans ce qu'on appelle la zone restreinte d'Edwards, qui est encore là de nos jours, c'est la zone 25-12. Elle commence à 8 ou 9 km au sud de la piste et s'étend au nord, à l'est et à l'ouest. Donc tous les essais effectués avec nos avions avaient lieu au nord de la base d'Edwards. D'après George Merritt, la voie aérienne pour tous les prototypes secrets développés à Edwards était restreinte à une zone précise au nord de la base. Mais cela ne correspond pas aux nombreux témoignages sur les lieux et sur la trajectoire des ovnis. Le rapport officiel de l'armée a dit que ces objets étaient... Des lumières non identifiées repérées à Edwards. C'est donc ce qui est écrit, même si le capitaine Balent a dit que c'était des avions. Comme on n'a pas pu les identifier, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Mais il reste convaincu que cette histoire va beaucoup plus loin. Personnellement, je suis très heureux qu'ils aient rouvert l'enquête sur les objets volants non identifiés à Edwards. Ça doit bien faire 40 ans que je m'interroge à ce sujet. S'agissait-il réellement d'ovnis repérés dans l'espace aérien militaire? Avec quoi Chuck Sorrells, Daryl Clark et la station radar du LADS sont-ils entrés en contact le 7 octobre 1965? On recherche environ 7 ovnis. L'équipe se penche sur la dernière pièce du puzzle, la lecture des contacts radars de la défense aérienne du secteur de Los Angeles. On a bien des cibles multiples là. À l'aide de plusieurs témoins, d'enregistrements déclassifiés et de manuscrits jusqu'alors inédits, l'équipe a rassemblé une kyrielle de preuves confirmant l'incident qui s'est déroulé sur la base d'Edwards le 7 octobre 1965. Je reçois des rapports de la tour d'Edwards, de celle de Victorville et d'autres sites radars à propos d'ovnis. La dernière étape consiste à authentifier les images radars officielles prises par la station de San Pedro ce soir-là. Images que le rapport officiel a plus tard écartées en les taxant de propagation météo anormale. Ce phénomène peut être causé par une inversion des températures. D'habitude, plus l'altitude est haute, plus l'atmosphère terrestre se refroidit. Mais une inversion peut parfois se produire, empêchant la température de retomber ou, dans des cas extrêmes, provoquant un réchauffement dans les hautes altitudes. Durant ce phénomène, la couche de température élevée agit comme un couvercle, emprisonnant la brume ou la pollution sous sa couche de chaleur et causant de faux contacts radars. Edwards les observe depuis le sol. 2 tours les voient et on les voit au radar. On les piste. John Kirk, analyste radar, aide l'équipe à authentifier les relevés du radar. Ils vont explorer les diverses hypothèses sur la nature des objets inconnus. Je m'apprête à rencontrer John Kirk, un ingénieur en système radar qui a de l'expérience dans le domaine militaire et travaille avec des radars depuis 50 ans. Je m'appelle John Kirk et je suis ingénieur en système radar. Ces images sont les relevés radars authentiques conservés à Fort MacArthur, telles qu'elles ont été prises à San Pedro durant l'incident de 1965. Les images ont été prises à intervalles réguliers, offrant une chronologie visuelle qui suit le parcours des objets durant toute la durée de l'incident. Ils se déplacent et grimpent lentement. Ils ont été confirmés au radar. Si on regarde les images, elles sont assez standards. Voici un relevé avec les marqueurs. J'en déduis donc que le radar était en fonction, qu'il a bel et bien repéré des cibles en mouvement et affiché leurs coordonnées. Sur l'image radar, ces zones en pointillés sont identifiées par John Kirk comme étant des cibles en mouvement. On a donc bien des cibles multiples. Oui, on dirait bien des cibles multiples, et si on passe en revue les schémas, vous verrez que les images changent. On dirait qu'il y a 1, 2, 3... Non, plus selon moi, il y a 5 ou 6 cibles.
John Kirk dénombre 6 cibles sur les images radar. Mais cela ne discrédite pas pour autant la théorie de propagation anormale. Une propagation anormale est causée par la météo, par exemple une inversion, des nuages d'orage en approche, de l'humidité dans l'air, etc. Les anomalies atmosphériques, c'est courant. Vous savez ce que ça peut être? On est dans le vague, comme vous. Je ne pense pas qu'il s'agisse de propagation anormale. Si c'était ça, ça ressemblerait plutôt à une tache qu'à des points isolés. Ça ne ressemble donc pas à de la propagation anormale. On dirait des objets indépendants. D'après John Kirk, les résultats d'une propagation anormale auraient l'apparence d'une tache étendue, alors que ces images suggèrent la présence de cibles isolées. On dirait des cibles. Oui, ça m'a l'air de cibles isolées, mais je ne saurais pas dire quoi. On dirait qu'il y a plusieurs cibles et les radars ont l'air de fonctionner normalement. De plus, il serait impossible à 5 installations radar différentes d'afficher de fausses mesures au même moment. Même si John Kirk préfère ne pas spéculer sur la nature de ces objets, il est impressionné par le nombre de preuves corroborant l'événement. Pour qu'un pilote ressente le besoin d'écrire « voilà ce que j'ai vu » et pour qu'un contrôleur aérien dise ouvertement « voilà ce que j'ai vu », ça fait beaucoup de convergences. Je ne peux pas les réfuter. En se basant là-dessus, on dirait de vrais échos. Ça ne m'a pas l'air d'être de la propagation anormale, on dirait de vraies cibles. On a 3 objets formels. Ce n'est pas la météo ou des parasites. Ils voient les objets, mais ce ne sont pas des avions. Ils ne peuvent pas dire de quoi il s'agit. William Puckett, ancien météorologue du Service national de la météo des États-Unis, détient d'autres preuves selon lesquelles ces images ne peuvent pas être interprétées comme étant dues à de la propagation anormale. Selon le Centre national de données météorologiques, la nuit du 7 octobre 1965, l'atmosphère était très sèche et sans inversion de température, 2 caractéristiques pouvant causer des relevés radars erronés. Sans ces facteurs, la probabilité d'une propagation météo anormale est quasi nulle. La météo ambiante à Edwards, entre minuit et 6 heures du matin, était un ciel clair, des températures modérées et pratiquement aucun vent. La distance de visibilité était estimée à 55 km. Avec de tels paramètres, une identification erronée de corps célestes tels que Jupiter, Saturne ou d'autres étoiles est hautement improbable. Mais à la suite de l'incident et de l'enquête ouverte ultérieurement, l'armée décide d'interdire l'accès à toutes les archives concernant l'affaire. D'après son explication, les relevés radars auraient été erronés et le personnel au sol aurait identifié à tort certains corps célestes, malgré les preuves écrasantes écartant ces suppositions. C'est sidérant pour moi de penser que des ovnis auraient pu pénétrer un espace aérien sécurisé, à savoir l'espace aérien des États-Unis, en toute impunité. D'après les documents audio, les images radar, et selon le témoignage de Chuck Sorrells, la faculté de vol de ces objets dépassait les caractéristiques de n'importe quel appareil de l'époque et d'aujourd'hui. Il est beaucoup plus haut qu'à la première observation. Entendre les archives audio d'un événement réel, c'était incroyable. J'ai en visuel une autre combinaison de lumière rouge et verte en déplacement rapide. Si on prend le temps d'écouter toutes ces transmissions, on s'aperçoit qu'il y avait plein de voix différentes impliquées qui se demandaient ce qui se passait. À Edwards, on voit tout et n'importe quoi. L'enregistrement, c'est la preuve irréfutable. Il grimpe beaucoup plus haut que ça. Il grimpe rapidement, il est au-dessus de nous. Ils ont interdit l'accès à ces archives sonores pendant 30 ans. Qu'y avait-il sur ces bandes pour justifier leur nature confidentielle? Des armes secrètes? Non. Un radar spécial? Non. En réalité, c'était bien des ovnis. Plus de 40 ans après, l'incident de la base aérienne d'Edwards continue d'être inexpliqué. Aujourd'hui, la devise du centre d'essai en vol de l'armée de l'air est « Ad inexplorata », ce qui signifie « en route vers l'inexploré ». Une phrase qui résume à merveille cette fascinante nuit d'octobre. Peut-être bien à ce jour, l'une des rencontres d'ovnis les plus étonnantes et mystérieuses.